l'ambiance du samedi soir. Bonsoir. Putain, faut crier. Et je comprends maintenant pourquoi vous criez. En fait, c'est pour faire croire qu'il y a une ambiance de fou sur le plateau. Madame Foresti, bonsoir. Alors Florence, vous avez été la star du 10e anniversaire de l'émission et vous n'avez pas eu la patience d'attendre 10 ans pour revenir. Faut que je vienne vous voir je comprends très bien. Voilà. Vous avez vu, il n'y a plus Jean-Mi, un robot à 3 milliards de dollars. Vous ne l'avez pas raté. Finalement, dans 10 ans, est-ce que Jean-Mi marchera encore? C'est ça la question. Jean-Mi dirigera Canal dans 10 ans. Tu crois? Ah ouais. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne Merci. soirée. Excuse-moi. Dites à votre fille que c'est pas pour de vrai. Maman n'a pas tué le robot, c'était pour faire rigoler Thierry. Voilà. Alors, autre terrien invité ce soir, celui qui fait à la fois le jeu du Front National, de l'État islamique et de Mylène Farmer, Michel Onfray. Vous avez reçu la visite du raid ou pas encore, non? Pas encore, j'attends, mais non, pas encore. Ben, ça va venir. Alors merci en tous les cas, Michel, d'avoir respecté votre engagement d'être avec nous ce soir, malgré la bronca médiatique dont vous êtes l'objet. Suite à vos récentes déclarations, vous expliquerez ici, ce soir. Et Orelsan. Orelsan, bonsoir, vous êtes rappeur. Rappeur et normand, oui je sais, ça fait toujours bizarre quand on dit ça. Un blanc qui fait du rap, c'est aussi étrange qu'un député noir à l'Assemblée nationale. Ouais. En P3, après le zapping et Guillon, nous diffuserons l'interview de Nathalie Barré, la maman du petit Mathis, dont on ne sait toujours pas s'il est mort ou vivant. Interview déprogrammée le 14 novembre en raison des attentats. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Créments de Fortune. Et maintenant, voici Tom Villa. Alors, comme tu prends de l'assurance en ce moment, je voulais une musique un peu plus virile. Ouais, c'est bien. La semaine dernière, il m'a mis Jordi. Là, il me met les Village People. Voilà, c'est tous les fantasmes sexuels de Thierry. Alors... Plateau incroyable, Thierry, ce soir. On a tout le lobby normand sur le plateau. Hein, c'est vrai, Michel Onfray et Orelsan. Il manque que Michel Drucker et un camembert et on était au complet. Bon, Florence, vous êtes la seule non-normande du plateau. Mais bon, comme vous crachez pas sur un petit calva, on va dire que vous êtes normande aussi. Florence Foresti, c'est la classe, c'est la patronne. Alors, dans un article sur vous, j'ai lu Florence Foresti, après 15 ans de carrière et une grossesse, elle est de retour sur scène. Ah, quand j'ai lu ça, mon côté féministe ne fait qu'un tour. Non mais sans déconner, c'est complètement débile de dire après 15 ans de carrière et une grossesse. Est-ce qu'on dirait à propos d'un mec, après 15 ans de carrière et avoir largué sa femme pour une petite jeune de 20 ans de moins que lui, eh ben il est de retour sur scène. Eh ben non, on le dirait pas. Alors Florence, vous allez animer les Césars. Alors vous nous direz après, mais je crois que tous ceux qui ont présenté les Césars sont d'accord pour dire que le meilleur moment, eh ben ça reste le dîner aux Fouquet's après. Tu crois? Non, mais j'ai pleinement confiance en vous. Michel Onfray. Michel Onfray, c'est la classe, c'est le premier philosophe qu'on reçoit de la saison. À part Frédéric Lopez, je veux dire, mais... Alors, Michel Onfray, on a dit de vous que vous étiez islamophobe, soutien de Marine Le Pen et maintenant défenseur de Daesh. Voilà, alors à tous les petits branleurs qui nous regardent, qui sont au lycée, qui disent « Moi, plus tard, je vais être philosophe », vous avez vu, c'est quand même beaucoup d'emmerdes. Donc, s'il n'est pas finir comme lui, bossez à l'école. Très important. Pour votre dernier ouvrage, vous avez collaboré avec Mylène Farmer. Alors, c'est vrai qu'à la base, on se dit Mylène Farmer et Michel Onfray qui bossent ensemble. C'est un peu comme Christine and the Queen et Didier Barbelivien, il y a un truc qui déconne. Et puis, en fait, elle a fait les dessins de votre livre. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, elle a fait des dessins très joyeux, plein de couleurs, gris clair, gris foncé, gris et noir, noir brillant, noir mat. C'était très, très bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, un coup, il y a eu un bleu foncé. Alors, Orelsan, je le déteste. Non, mais vraiment, parce que ma copine l'adore et en fait, elle vous trouve trop beau.
Et quand elle vous regarde à la télé, elle a dit de vous que vous aviez un petit côté crade excitant. Alors, je te jure que c'est vrai. Moi, du coup, pour lui faire plaisir, j'ai essayé de pas me laver pendant 3 jours. Elle a juste trouvé que j'avais un côté crade tout court. Non, mais c'est vrai. Alors, Orelsan, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, à la base, il est rappeur, mais maintenant, il est comédien. Voilà, vous jouez dans un programme court sur Canal+, qui s'appelle Bloqué. À l'origine, le titre, c'était Deux connards dans un canapé. Mais c'était déjà le surnom que donnait Thierry à Vivement Dimanche. Donc, du coup, ça... Mesdames et messieurs, ma mission ici est de poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Michel Onfray, est-ce que vous pensez que le fait que vous ne croyez en rien est un rapport avec le fait que vous vivez en Normandie? Orelsan, en 1998, vous avez été éboueur et aujourd'hui, votre producteur de spectacle s'appelle Olivier Poubelle. Non mais c'est vrai, hein, c'est parce que vous croyez au signe du destin que vous avez signé avec lui ou pas? Florence Foresti, votre fille vous voit partir travailler quand il fait nuit et rentrer avec plein d'argent le matin. Elle sait ce que vous faites dans la vie, votre fille, ou pas? C'est parfaitement. Thierry, bonne émission, bon courage. Merci. C'était Tom Villa, notre stagiaire. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et actuellement, au Théâtre Apollo. Elle triomphe partout en France. Bientôt à Bercy. Elle est au top. C'est Florence Foresti. Florence Foresti, rebonsoir. Bonsoir. Alors Florence, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre tournée à travers la France, de Bercy les 22 et 23 décembre, et de la sortie du DVD Madame Foresti. Ouais. Vous nous annoncerez également que désormais, vous êtes la maîtresse officielle de... De cérémonie. Oui, de la cérémonie des Césars. Parfait. Alors, vous êtes la femme la plus drôle de France. Bon. Une sorte de Miss France de l'humour. Non, mais c'est vrai. Alors, vous êtes considérée comme la patronne des filles humoristes en France, la parraine, comme dirait Alexandra Sublet. En gros, c'est votre faute si des dizaines de gamines ont laissé tomber leurs études pour monter sur scène et faire rire avec la pose d'un tampon. C'est de votre faute. Oh non, c'est pas moi qui guide vers ce genre de truc. Elles veulent vous imiter. Oui. Toutes. Elles vous citent toutes comme leur modèle. Ah bon? Ouais. À part qu'elles sont gaulées comme des putes, ces connards. Alors, vous êtes en tournée dans toute la France avec Madame Foresti. C'est le Foresti World Love Tour. Vous êtes Madonna, ça y est. Ça y est. Moi, ça reste mon idole, oui, elle, ça c'est sûr. Ouais. Alors, vous dites, j'adore les tournées. Ouais. Si j'étais un J'ai dit mec... ça, moi? Ouais. Attendez. Ah, J'adore attends. les tournées. Ouais. Si j'étais un mec, Ouais. j'abuserais du succès. J'ai dit ça? Il y a longtemps, ouais. Mais, comme vous êtes une maman célèbre, vous vous retrouvez à manger froid, parce qu'on est en province en général, donc il n'y a rien d'ouvert après 10 h du soir, et vous dînez avec votre garde du corps, en fait. Ouais, c'est un peu ça, la vie de Face à tournée. face. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. J'ai souvent dit que les hommes, ils avaient les groupies pour les occuper en tournée. Nous, on n'a pas les groupies. Ça Pourquoi vous n'existe prenez pas des gigolos? Bah, ça n'existe pas. C'est pas Bah, culturellement, ça n'est pas. Non, Ah, mais si. je veux dire pas gigolo. Non, oui. Enfin, je veux dire, il Tapez gigolo n'y a sur pas ce Internet. truc-là de la célébrité. Tapez escort Et tant boy mieux. sur Internet. Escort boy. Got it. I will. Alors, 22-23 décembre à Bercy, sauf que maintenant, ça s'appelle l'Accor Hotel Arena. Pourquoi pas l'hôtel Formule 1 Stadium? Je crois que le Bercy restera. Ah ouais? Bah, nous, on dira jamais Accor Arena Hotel. Non. Tiens, on va voir U2 à Accor Arena Hotel. Fous de ma gueule, toi? Ouais, enfin, tu vois, ça pas. Non, c'est On impossible. dira jamais ça. C'est impossible. Alors, Florence, est-ce que la fréquentation de vos spectacles a souffert des attentats du 13 novembre? Écoute, les salles sont pleines. C'est l'artiste qui est un peu plus vulnérable. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et pourtant, c'était 5 jours après. Et, 5 jours ou pas, je veux dire, c'était extrêmement difficile. Mais comme le public était là, vraiment, il n'y avait pas d'autre choix que ils m'ont montré un bel exemple, quoi. Eux étaient là, donc il fallait que je le sois. Alors, il y a une lueur d'espoir quand même après ces attentats du 13 novembre. Francis Lalanne n'a pas composé de chanson. Alors, si on ne peut pas aller à Bercy, ben,
il y a le DVD Madame Foresti qui est sorti. On regarde à quoi ça ressemble. Je ne reconnais pas, voilà, en tout cas dans ce genre de filles, tu sais, hyper féminines, très séduisantes, tu vois, qui sont capables de dire des trucs genre, putain, chier, quoi. On peut plus foutre un pied en boîte, on se fait draguer, hein, Oh, ça, c'est amusant, parce que alors moi, je peux passer un bon moment sans subir le moindre dérangement, hein. Ah ouais, je t'assure, moi, je peux passer 3-4 années peinardos, hein. Oh non, écoute, elles sont épatantes, mais il y a des filles comme ça. Les grandes séductrices, j'appelle ça, tu vois, j'en ai plein dans mon entourage, des filles comme ça, des vampes, un peu. Tu vois, des femmes fatales, qui sont capables de débarquer chez leur mec un soir à l'improviste, comme ça, avec un trench et rien dessous, comme ça. Putain, mais moi, j'aurais trop peur qu'ils se foutent de ma gueule, quoi. Qu'est-ce que tu fous? Inspecteur Gadget. Alors, vous avez déclaré, pour écrire, je dois racler le fond de moi-même et vivre, puisque finalement, je m'inspire de ma vie. Effectivement, pour nourrir vos spectacles, il y a eu la naissance de votre fille, ensuite la staritude, les 40 ans. Alors, tout le monde a hâte que vous fêtiez vos 50 ans. Ouais. Vous nous fassiez un beau spectacle sur l'ostéoporose. Et la ménopause. Alors, à part ça, vous allez animer les Césars. Oui. Alors, votre mission est simple. Empêcher les téléspectateurs de se suicider devant leur écran. Ah, on en est là? Vous allez faire quoi? Vous allez montrer des extraits de films américains, c'est ce qu'il y a de mieux. Je trouve qu'on vous voit pas assez au cinéma. Moi aussi. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Je comprends, vous pourriez faire une carrière à la De Funès, vous. Bah, écoute, Pourquoi je sais il n'y a plus pas. les gens pour écrire les films? Il n'y a plus les réalisateurs? Il n'y a plus quoi? Mais je cours pas après aussi. Ah ouais, c'est pour ça. Et oui. Si je décidais de faire une carrière, mais moi, je suis très bien sur scène. Alors, il y a quelques années, vous aviez dragué Sean Penn au César. Vous lui aviez fait la bise. C'était il y a 3 ans. Vous pensez que s'il a jamais envoyé de texto, c'est qu'il est timide? Moi, l'année où il y avait Sean, j'étais beaucoup plus impressionnée par Dustin Hoffman dans la salle que par Sean Penn. Hein. Vous aimez les sugar daddy? Les quoi? Les sugar daddy. Oui, non. C'est une catégorie sur YouPorn. Les sugar daddy. Ah oui, tu vois, je vais pas assez. C'est comme les milfs. Ah ouais? Vous êtes une milf, je suis un sugar Ah, daddy. you are a sugar daddy. Voilà, c'était la plein d'œil, ça le fait. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Florence Foresti, de Michel Onfray et d'Orelsan. Alors Florence, Quoi? vous êtes maman depuis 8 ans, Oui. sans réduction de peine. Ferme. Ferme, ouais. On va faire une interview bilan de maman. Alors Florence, vous êtes maman depuis 8 ans. Oui. Est-ce que vous commencez à maîtriser le job? Je crois que je serai stagiaire toute ma vie, en fait. Ah ouais, vous n'y arrivez pas. Ouais. On dit que quand on est parent, le plus douloureux, c'est quand on marche sur un Lego pieds nus la nuit. Ouais. Mais ce qui est, je pense, plus douloureux encore, c'est quand l'enfant marche sur un Lego la nuit. Ah ouais. Parce qu'il pleure beaucoup plus fort. Ouais. Alors, on dit qu'il existerait des mamans qui sont toujours à l'heure à l'école, qu'on peut aller chez le coiffeur, qui n'ont pas de taches de vomi sur l'épaule. Vous en connaissez? Des mamans parfaites? Ah, bien sûr, il y en a. Mais il y a pire que la maman qui arrive toujours à l'heure à l'école. Il y a celle qui est en retard, mais qui s'en fout. Ah, c'est très fort. Et celle-là, je l'envie. Tu vois, celle qui sourit, qui dit c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Parce que moi, ça... Alors celle-là, elle est forte. Et si votre fille était fan de Violetta? Eh ben, il faut lui acheter des écouteurs. C'est le premier truc à faire. À choisir, Florence, vous n'auriez pas préféré avoir un César plutôt qu'un enfant? Oh, salaud. J'ai été césarisée. Ah ben voilà. Césarienne. Ah ben voilà. C'est bon? Ça se dit pareil? Non, mais ça se dit pareil, tu savais? Ça se dit pareil. Et puis franchement...
Entre un César et un nourrisson, ça se pareil. ressemble au début. C'est compressé. Enfin, tu sais, non, mais... C'est Est-ce que- abstrait aussi, quoi. Et sur les garçons, vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit que ça sent pas bon. Non, je lui ai dit oui, qu'ils étaient prêts à tout pour voir une fille en soutien-gorge. Voilà, ça. Non, parce que ça, elle a compris. Elle a dit pourquoi ils sont si, tu sais, à la télé, tout ça. Elle voit qu'ils sont complètement fous avec les filles. Je dis oui, ça reste. Elle À sait tous les âges, ils sont fous pour voir une fille en soutien-gorge. Elle sait déjà ce que c'est un soutien-gorge. Bien sûr, 18 ans quand même. Ah ouais, d'accord. Elle emporte, Ah ouais. 95, mais non. Quel est votre petit truc de maman quand votre enfant vous écoute pas? Vous utilisez le chantage, Florence? Bien sûr, énormément. Ah ouais. Moi, je fais tout ce qu'il faut pas. Chantage, culpabilisation, cri. Je suis une mère juive, en fait. Ah hein, ouais. Qu'est-ce que votre fille vous a fait découvrir sur vous-même? que j'étais juive. Je ne savais pas. Je savais pas que j'étais juive. Alors, qu'est-ce qui vous ferait faire un autre enfant? Grand morito. Non, Non. Non, vraiment, ça, tu vois, chérie, c'est pas vrai. Maman rigole. Maman n'a pas eu besoin d'alcool pour ça. Non, si j'étais le père, je crois que je ferais Ah plein ouais. de gosses. Oui, voilà. Parce que je trouve que le père, c'est un truc que je sais faire. Tu vois, justement, faire rire le gosse, le Ouais, voir ouais. une fois par semaine, lui donner un petit bain, l'emmener au resto, un genre comme ça. Les papas, c'est cool. C'est la bonne Et moi, gâche, ouais. si j'étais le père, j'en aurais 5 ou 6. Au final, Oui. qu'est-ce qui est le mieux, le Oui. chien ou l'enfant? Peut-être qu'un César serait pas mal, finalement. Et voilà, Aurel San, rebonsoir. Aurel San, mesdames, messieurs, Aurel San, celui qu'on appelle le Eminem d'Alençon et qui ne sait toujours pas comment il doit le prendre. Alors, Aurel San, contrairement aux apparences, vous êtes rappeur. Ouais. Je dis contrairement aux apparences parce que vous êtes blanc, pas très musclé, vous ne voulez pas, très gentil, niquer ça. la France. Et vous savez conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Et c'est très bien. Bravo. Alors, vous venez de Caen. Ouais. Votre mère était prof. Votre père, directeur de collège. À vos débuts dans le rap, vous avez préféré dire que votre mère était en tôle et que votre père dealait du crack, j'imagine. J'ai pas menti. Non. Moi-même, j'étais pas très crédible, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, il a fallu jouer carte sur table dès le début. Vous avez fait des études de management. Alors, je continue ou je suis en train de foutre en l'air votre carrière, là? Non, j'ai... J'avais fait de la danse classique. Vous vous êtes fait connaître avec ça. Je t'aimais, mais tu m'as trompé. Comme tout fait, tu l'as pompé. T'es une sale pute, une sale pute, une sale pute, une sale pute. Ah, voilà. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est super vénère parce que sa meuf l'a quitté. Bon, alors évidemment, les gens ont hurlé en entendant ça, sauf votre grand-mère, Ouais. qui a très bien compris, qui a dit à son mari, elle a dit, tu vois, Jean, quelquefois, tu m'énerves et j'ai envie de t'étrangler. Ben, c'est juste ce qu'il raconte. Ouais. C'était l'histoire d'un mec qui envoyait un mail. Ouais. Ouais. Donc en fait, ouais, non, il y a vraiment... je trouve que quand on a besoin d'exprimer des émotions assez violentes, c'est mieux de le faire en chanson que par n'importe quel autre moyen. Alors, ni pute ni soumise et les chiennes de garde ont moins bien compris que votre grand-mère. Vous êtes toujours en procès. Hein. Ouais. J'ai gagné 2 procès sur 3 et il Il m'en a reste un gagné dernier. le premier procès, l'appel, mais maintenant c'est en cassation. Il faut dire que Ségolène Royal vous a fait déprogrammer des francopholies et le pire, si vous étiez soutenu par Frédéric Lefebvre. Ça, c'est vrai qu'être soutenu par Frédéric Lefebvre, c'est emmerdant. Ouais, Il vaut mieux c'était pas être n'importe soutenu quoi. du tout, je veux dire, quoi. Il y avait beaucoup de girouettes. Un coup, j'étais soutenu à droite, après à gauche, après à droite. Alors, Elsa, vous êtes ici ce soir, non pas pour un disque, mais pour un film. Ça s'appelle Comment c'est loin. Vous l'interprétez avec votre complice Gringe. Vous l'avez co-réalisé avec Christophe Offenstein. Alors, le pitch, à Caen, c'est pas ça, Caen. Aurel et Gringe galèrent pour écrire leur premier album de rap. Leurs producteurs leur mettent une grosse pression et leur donnent une deadline, Ouais. 24 heures pour sortir une chanson. Voilà. C'est ça. Mais leur légendaire procrastination, les potes envahissants, les problèmes de couple ne vont pas les faire avancer. Voilà, c'est des mecs qui font de la musique depuis 10 ans.
Et un jour, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais fini une seule chanson. C'est terrible. Ouais. C'est un buddy movie, quoi. C'est 2 anti-héros, 2 losers. Vous buvez. Gringe va voir des putes. Enfin bon, c'est... Hein, on regarde à quoi ça ressemble. Les invités de ce soir, Guillaume Tranchant. Gringe. Moi, c'est Gringe, moi. Aurélien. Aurel. Il s'appelle Aurel, en fait. Pour moi, le rap, c'est easy, comme un exercice de maths. Même si t'es mort dans l'œuf, même si t'es mort sur l'île de Pâques. Je rappe, je mets leur album à l'amende avec un seul track, un seul braque. Ces jeunes catins rêvent de vivre dans une pub de parfum. Et depuis, vous avez pas fini un seul morceau. Non, mais ça prend du temps de faire un bon morceau. 5 ans? Bah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique, nous. Arrête de te foutre de ma gueule, Gringe. Vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son, les mecs. Mais si on est capable. Mais non, t'es pas capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Bah si. Je te dis que si. Non. Ouais, mais c'est mort, c'est impossible. On a du boulot, il y a 0 chance qu'on sorte. Moi, je vais vous donner un seul et unique conseil, les mecs, et ça va être le meilleur. Abandonnez. Il serait pas un peu pédé, ton copain? Mon double menton, c'est une putain de zone érogène. Tu m'étonnes, personne te touche jamais, ton corps entier, ça doit être une zone érogène. Putain, les meufs, elles supportent un accouchement, elles supportent pas une vanne. À nos histoires mortes avant d'avoir démarré, aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelés, aux jobs que j'ai lâchés, aux portes que j'ai claquées. Putain de jeunesse de merde. D'où t'as cru qu'on allait percer dans le rap, mon gars? Mais on n'a rien de spécial, mon pote, on n'a rien, ok? Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue. Comment j'ai faim? Comment c'est loin? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Tu peux dire aux 2 connards planqués dans le buisson, là, qu'à la place de traîner, qui retournent bosser au studio, s'il te plaît? Je savais même pas qu'il y avait des buissons ici. Loin de tout. Voilà comment c'est loin. C'est le premier film d'Orelsan. Très marrant. C'est vraiment le film qu'il faut aller voir. C'est complètement décalé. Alors, gros boulot, il faut le dire, hein, parce que vous êtes à la fois scénariste, réalisateur, comédien, compositeur. Vous savez qu'à part Orson Welles, c'est les Charlots. Oh putain, j'adore les Charlots. Personne n'avait fait ça avant vous. En fait, vous avez pris tous les jobs pour être nominé dans le plus de catégories possibles. Au César, j'imagine. Moi, j'espère. Eh, t'es pas à l'abri d'avoir un prix, je vais te dire, moi. Ok. Non, tu sais, si tu veux dîner avec moi un soir ou, Ouais. ou quoi, ok, je peux influencer l'académie, moi. Ok, bah super. Bah ouais. Elle a du pouvoir maintenant. Hein. Oh, tu parles. Alors, vous êtes une sorte de héros pour la génération qui glande toute la journée sur un canapé en regardant la télé ou son smartphone. Vous allez convaincre comment ces gens-là de sortir de chez eux pour aller voir votre film? Ouais, c'est ça. Ils vont te pirater. Je vais payer pour tous les films que j'ai moi-même téléchargés. Autour de bâton. Alors, le pire de tout, c'est que vous avez une bonne critique dans Télérama. Oh. Ouais. C'est un film d'une sincérité hilarante, moderne et tendre. C'est pas faux. Exactement ce que j'aurais dit en sortie de bande-annonce. Non, mais c'est bien, Ouais. Télérama. C'est vrai qu'il y a unité de lieu, unité de temps et unité d'inaction. J'ai bien regardé comment Luc Besson faisait ses films et j'ai fait le contraire. Michel Onfray, rebonsoir. Alors, Michel, traité d'islamophobe quand vous dénonciez les versets belliqueux du Coran, traité d'islamophile quand vous vous opposez aux frappes sur l'État islamique, vous êtes au centre d'une bronca médiatique très violente. Vous êtes ici ce soir pour vous expliquer, nous expliquer. Notre désintox de ce soir, c'est vous. On nous cache tout, on nous dit rien. Onfray accuse la France. Chirac a bombardé l'Afghanistan, Sarkozy a bombardé la Libye, Hollande a bombardé l'Irak et la Syrie. Bref, la France n'arrête pas de bombarder les musulmans. On massacre les populations arabes, les populations musulmanes. Nous menons en France une politique islamophobe. Selon Michel Onfray, quand Daesh assassine des innocents à Paris, c'est donc une opération de représailles. Résultat, Daesh a récupéré des extraits d'interviews de Onfray pour les utiliser dans ses clips de propagande. En revanche, en France, les propos de Michel Onfray font scandale. Je crois qu'il faut en finir
avec l'ethnocentrisme de la mauvaise conscience. L'Occident doit se défaire une fois pour toutes de la croyance mégalomaniaque que c'est lui, en toutes circonstances, qui mène le bal. Là où ça se complique, c'est que Onfray accuse la France d'être islamophobe, alors que lui-même est extrêmement critique contre l'islam. Et si vous lisez le Coran, si vous regardez la vie du prophète, si vous lisez les hadiths, on n'est pas du tout dans la logique républicaine. On est dans l'antisémitisme, on est dans la haine de l'étranger, on n'est pas dans une logique pacifiste. On défend la peine de mort, on défend l'égorgement des infidèles, etc. Donc il faut lire. Quand Onfray parle de l'islam, il ne fait pas dans la nuance. Il a l'air de croire que tous les musulmans du monde ont une lecture intégriste du Coran, comme s'il n'y avait pas un islam modéré, comme s'il n'y avait pas de musulmans qui défendent la laïcité. La réalité est un peu plus complexe. L'islam, et je le répète encore pour ceux qui ignorent encore que le Coran dit qui tue une seule personne a tué l'humanité tout entière. Onfray accuse les États-Unis de mener une guerre contre l'islam parce qu'ils ont chassé Saddam Hussein du pouvoir. Le problème, c'est que Saddam Hussein était un dictateur laïque, comme Bachar el-Assad aujourd'hui. Et quand la France a renversé Kadhafi, ce n'était pas pour attaquer les musulmans, mais officiellement pour défendre les droits de l'homme et la démocratie dans le cadre des printemps arabes. La France, la Grande-Bretagne, l'Europe seront toujours aux côtés du peuple libyen. Sauf que pour Michel Onfray, tout ça c'est de l'hypocrisie. La preuve, on fait la guerre à Daesh alors qu'on s'entend très bien avec l'Arabie Saoudite qui bafoue les droits de l'homme de la même manière. Alors que faire ? Ben, notre philosophe n'est pas très optimiste. Selon lui, une guerre de civilisation s'est engagée entre l'Occident et l'islam, et son pronostic ne nous est pas favorable. Quand une civilisation s'effondre et qu'à proximité, une autre est en train de se proposer, l'Oumma, la communauté universelle, avec des individus qui sont prêts à mourir, à se faire sauter avec des ceintures d'explosifs en disant on croit à notre civilisation, on croit à notre culture. Les vraies civilisations se constituent avec les gens qui peuvent mourir, qui veulent mourir, qui font la défense de la guerre. Mais il n'y a pas un occidental qui est prêt à mourir pour ses idées. Alors évidemment, si l'Occident est foutu, à quoi bon se battre pour défendre nos valeurs? Mais ça, Michel, c'est pas du pacifisme, c'est du défaitisme. Voilà, c'était Désintox, signé Blacko, mise en image de Julien Grap. Michel, si vous voulez d'abord réagir sur ce que vous venez de voir. Oui, écoutez, chaque plan me concernant doit durer 2 secondes. Si vous pensez qu'en 2 secondes, on peut dire quelque chose d'intelligent, mais en revanche, on peut dire quelque chose de fatal pour celui qui a parlé. Qu'on me fasse la grâce d'imaginer qu'il faut plusieurs phrases pour développer. C'est ce qu'on va faire ce soir. Oui, voilà. Mais je veux dire qu'effectivement, en prélevant 2 phrases sorties comme ça complètement de leur contexte, on peut me faire dire tout et le contraire de tout. Alors, on va reprendre les choses au début. Le 10 septembre dernier, dans le Figaro, au sujet de la réticence de certains Français à accueillir les migrants, vous déclarez « Je n'y vois rien d'obscène ni de xénophobe ». Vous dites comprendre dans ce papier le paysan en faillite ou le chômeur longue durée. Vous dites c'est à ce peuple que parle Marine Le Pen. Je lui en veux moins à elle qu'à ceux qui la rendent possible. Donc, Libération vous accuse d'être un auxiliaire du lepénisme et les médias se souviennent de vos déclarations sur le Coran, sur l'islam et vous déclarent islamophobe. Donc ça, c'est le moment où vous êtes considéré comme lepéniste et islamophobe. Mais à la même époque, suite à une interview sur LCI, on vous traite d'islamophile. En effet, vous dites « Nous devrions, nous, la France, cesser de bombarder les populations musulmanes sur la totalité de la planète. » Et d'ailleurs, Daesh vous utilise dans ses vidéos. Vous réagissez comment à ça ? D'abord, j'étais à Bordeaux, je faisais une conférence, je découvre une quinzaine de messages sur mon portable et je me dis... Qu'est-ce qui est dit? Je veux savoir un petit peu ce qui est précisément dit pour pouvoir avoir un jugement. Ensuite, je me dis, est-ce qu'on me fait dire quelque chose? Ou est-ce que je dis quelque chose véritablement? Toujours dans la logique du prélèvement, évidemment, on peut prendre cet extrait-là, et ça veut dire que quiconque dira que la solution n'est pas militaire et guerrière, mais pacifique et diplomatique, passera pour un ami de Daesh. Est-ce qu'on peut penser comme ça? Donc moi, je ne crois pas, je ne retire pas ce que j'ai dit. Je pense effectivement qu'on a toujours besoin de 50 ans pour estimer que les guerres qui ont été faites n'auraient pas dû être faites. Aujourd'hui, on embrasse, enfin il n'y en a plus, mais les poilus s'embrassaient sous l'Arc de Triomphe. Aujourd'hui, les anciens nazis s'embrassent avec les Canadiens et les Américains au Mémorial pour la paix à Caen parce que tout le monde se réconcilie. Les anciens de la guerre d'Algérie se réconcilient, etc.
Et je dis combien de morts faudra-t-il pour que nous puissions arriver à nous réconcilier avec des gens avec lesquels il faudra se réconcilier, puisque je suis sur une analyse camusienne. Camus disait au moment de la guerre d'Algérie, il faut faire la guerre aux gens, sachant qu'il faudra faire la paix un jour. Ou alors on part pour une guerre de 100 ans. Alors le 13 novembre, après les attentats de Paris, vous tweetez « Droite et gauche qui ont internationalement semé la guerre contre l'islam politique récoltent nationalement la guerre de l'islam politique. » Alors vous dites islam politique, vous ne dites pas djihadisme, terrorisme, islamisme. Vous dites islam politique. Oui, parce qu'il y a plusieurs façons d'être musulman. Moi, j'ai jamais mis tous les musulmans dans le même sac. Ça me paraît évident, je l'ai toujours dit. J'ai dit, il y a dans le Coran des sourates dangereuses et des sourates qui ne le sont pas. Je l'ai lu, le Coran. Donc il faudrait que l'islam se détermine en disant, nous prélevons dans le Coran ce qui nous permet un islam républicain compatible avec les valeurs qui sont celles de liberté, égalité, fraternité, à quoi j'ajoute laïcité et féminisme. Je dis simplement ça. Je n'ai jamais dit que tous les musulmans étaient des terroristes. Alors, vous dites qu'il faut arrêter de faire la politique coloniale qui est la nôtre, sous prétexte que ça serait les droits de l'homme qui l'animeraient. Et c'est vrai que ce droit d'ingérence au service des droits de l'homme, en fait, c'est du colonialisme. Ben oui, écoutez, par exemple, le GIA a mis en danger terriblement l'Algérie pendant des années. Ouais. Les estimations donnent 500 000 morts. 500 000 morts. Pourquoi est-ce que la France n'est pas intervenue militairement? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas intervenu là? Vous dites tout a commencé avec George Bush qui a envahi l'Irak en 2003. Il y avait quand même eu le 11 septembre avant, quand même. Il y a eu 1990 avant. Ouais. De 1990 aux attentats du 13 novembre, la France, faisant partie des coalitions occidentales, a bombardé un certain nombre de pays et a fait un certain nombre de morts. Vous savez combien? 4 millions de morts. 4 millions de morts. 4 millions de morts. 4 millions de morts musulmans. Ce qui explique qu'ils cherchent à faire des morts chez nous. 90 dans tous ces pays, Libye, Afghanistan, Irak, Syrie, etc. 4 millions de morts musulmans qui comptent pour rien. Alors, vous dites que la France ne peut pas être le gendarme du monde, surtout qu'en général, elle est gendarme au service des USA. Et dans le point du 19 novembre, vous déclarez « La France doit cesser sa politique islamophobe à l'étranger. Oui, bombarder des pays qui sont innocents du terrorisme en plus, parce que c'est vrai que l'Irak, la Libye, l'Afghanistan ou le Mali, on n'a jamais eu en France de gens de ces pays-là qui venaient poser des bombes dans le métro, par exemple. Ils étaient si peu dangereux pour nous, la France, que nous avons accueilli Bachar el-Assad sur les Champs-Élysées. Et Kadmerad a dit un poème à Bachar el-Assad ce jour-là. À quoi on ajoute l'invitation de Kadhafi en France, c'était pas un ennemi à l'époque, oui. À quoi on ajoute tous les contrats nucléaires qui ont été signés avec l'Irak de Saddam Hussein avant 1990. Ça se passait très bien et Saddam Hussein, on le sait, a financé les campagnes présidentielles de tel ou tel et qui est devenu président de la République par la suite. Donc il y a juste un moment donné où il faut se dire mais qu'est-ce que c'est que cette politique qui se moquait absolument des droits de l'homme à l'époque et qui a considéré que ces gens-là étaient fréquentables alors qu'aujourd'hui on voudrait ne pas fréquenter des individus qui ont comment les Français, on leur a expliqué il y a même pas 3 semaines que Poutine c'était le grand Satan, on voulait pas lui vendre le bateau, le fameux bateau Mistral. Aujourd'hui, on est obligé de discuter avec lui. On nous a dit Poutine, c'est un méchant. Maintenant, on nous dit c'est un. Oui, bon. mais ça rentre dans 15 jours. Oui, mais Poutine est devenu fréquentable. Oui, mais les gens ne sont pas éduqués. Les gens ne sont pas éduqués, ils écoutent le journal de 20h, ils écoutent France Inter, ils lisent Libération, ils lisent Le Monde, et on leur sort exactement la même chose. Et sur Internet, il y a un gros gloubi-boulga. Tous ces gens, d'un seul coup, on leur dit ne cherchez pas, c'est simple, l'axe du bien, l'axe du mal. Nous, on est dans l'axe du bien, eux, ils sont dans l'axe du mal. Remarquez, Michel, dans toutes les guerres, les peuples ont été victimes de la propagande d'État. C'est pourquoi je pense qu'avant de commencer à faire la guerre, je ne suis pas opposé à la guerre. Je dis simplement, parce que ce serait ridicule d'être un pacifiste absolu en disant jamais la guerre. J'ai découvert ce matin que 53% des Allemands étaient opposés à cette guerre. Est-ce que les Allemands font le jeu de Daesh ? J'ai découvert que Angela Merkel disait que le problème ne se réglerait pas de manière militaire, mais de manière diplomatique. Je ne dis que ça. Je pense effectivement qu'il y a aujourd'hui des solutions qui ne sont pas la guerre, qu'on n'a pas essayé, qui sont des solutions de diplomatie, qui sont des solutions où effectivement la France pourrait redevenir gaullienne, c'est-à-dire la France des Lumières. Bien. Après les attentats de Paris, Daesh a fait un communiqué où ils disent des centaines d'idolâtres dans une fête de la perversité. Donc on voit bien là
le choc des civilisations. Voilà, hélas. C'est-à-dire, depuis des années, moi, je dis qu'Huntington a raison. C'est quelqu'un qui a pensé la question du choc des civilisations. C'est pas quelqu'un qui a dit qu'il fallait faire la guerre. C'est quelqu'un qui a dit que les civilisations étaient constituées sur une spiritualité qui elle-même était constituée sur des religions. Je suis athée, je le dis depuis assez longtemps, je l'ai écrit, j'ai fait un livre pour le dire très précisément, mais je suis un judéo-chrétien. L'athée que je suis, c'est qu'il est le produit d'une civilisation qui est judéo-chrétienne. C'est ma civilisation, et je défends ça. C'est la mienne. Ben oui, c'est la nôtre, à tous, autour de cette table, sur ce plateau. Et puis on a en face des gens qui nous disent, bah non, pas nous. Vous dites que ces gens-là, Daesh, disons l'État islamique, disposent d'une vision de l'histoire que nous n'avons plus. C'est vrai qu'ils ont un but. Les Français, vous dites, ils ont une ferveur sans objet, et c'est vrai. C'est vrai que quand on voit les marches blanches, les slogans infantilisants, les bougies sur les fenêtres, les fleurs sur les trottoirs, les poèmes sur les murs, les drapeaux en berne, les minutes de silence, on se dit, mais quel est ce peuple, finalement, qui est juste capable d'émotion? Est-ce qu'il n'a pas déjà perdu la guerre? Un peuple qui réagit en pleurant. Ou en priant. Ou en priant. Alors, le pire, c'est Pray for Paris. Voilà. Alors, en anglais, d'abord, et ensuite, on nous dit, la solution, c'est la prière. Terrible. Pour l'athée que je suis. Pour vous, c'est une horreur. Bah, évidemment. C'est facile, la compassion. On vous en reprochez d'ailleurs. Dans votre tweet du 13 novembre, vous dites, bah, finalement, on a semé et on récolte. On récolte et les gens disent, mais Onfray, il aurait pu avoir quand même un petit peu de compassion pour les victimes. Eh bien, la compassion, je l'ai, simplement, je trouve que ça ne s'affiche pas. J'aurais pu faire une photo d'une bougie et j'avais 4000 retweets en disant bravo, etc. J'aurais pu mettre du bleu, blanc, rouge sur le visage et me faire un selfie en disant, voilà. J'aurais pu dire, je suis Jean Moulin parce que j'ai pris un café à la terrasse d'un café. Je ne l'ai pas fait. Je ne juge pas. Je dis, les gens ont droit à la bougie, ils ont droit à la fleur, ils ont droit au poème, ils ont droit à tout ça. Mais le philosophe a le droit de penser aussi, faire son boulot. Alors, vous avez déclaré l'Occident est fini parce qu'en face de nous, il y a la communauté de l'Oumma, c'est-à-dire l'ensemble des musulmans, qui sont prêts à mourir pour leur foi. Alors, est-ce que le fait d'être prêt à mourir pour une cause fait de vous le gagnant à la sortie? Non, pas du tout. Je dis juste que si on regarde l'histoire, plein de gens qui vont nous regarder ce soir, et pas mal de gens ici, ont pu prendre des vacances en Égypte et voir les pyramides, à Rome et voir le Forum, à Athènes et voir le Parthénon, donc constater, voir Stonehenge, etc., ou aller chez les Incas, constater que les civilisations sont mortelles. Bien sûr. Que les civilisations ont eu lieu et puis qu'elles ont disparu. La nôtre, eh bien, elle échapperait à ça. On aurait une espèce d'extraterritorialité, le judéo-christianisme, ce serait pour toujours, et ça échapperait à ce qui a concerné les civilisations depuis le début de l'humanité. Hélas, non. Et je vois la communauté planétaire de l'Oumma, qui elle est en pleine forme, parce que justement, au sens de Nietzsche, grande santé, parce qu'elle dispose de soldats prêts à mourir, et que nous, il n'y a pas un seul type qui est prêt à mourir pour son iPhone. Voilà. Merci. C'était la P2 SNT. On se retrouve après la pub avec le zapping Guillon et notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, Nathalie Barré, la maman du petit Mathis, dont on ne sait toujours pas s'il est mort ou vivant. Interview déprogrammée le 14 novembre à cause des attentats. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Florence Foresti, de Michel Onfray et d'Aurel San. Le 14 novembre dernier, nous devions diffuser l'interview de Nathalie Barré, la maman du petit Mathis. Mais les attentats nous en ont évidemment empêchés. Je vous propose de la voir ce soir, après le zapping et Guillon. On passe au zapping. C'était le zapping. Jusqu'ici, tout allait bien. Voici Stéphane Guillon. On commence par le cri d'alarme de Valérie Pécresse lancé lors d'un meeting à Drancy. L'un des terroristes filmés dans le métro, a-t-elle dit, était en train de frauder. Cela commence par là.
Oui, si cette semaine votre enfant a fraudé dans le métro, s'il a sauté par-dessus un portillon, n'hésitez pas une seconde, contactez le numéro vert mis en place par le gouvernement Stop Djihadisme au 0800 00 56 96. On commence par sauter un portillon, puis on saute tout court. On se souvient tous de ce terrible cliché pris le 5 décembre 80, Jacques Chirac sautant un portillon. Depuis, l'ancien président a fini en martyr, reclus qu'est Voltaire sous la surveillance de Bernadette et d'un bichon maltais. Patrick Balkany, furieux que sa ville de Levallois soit jumelée avec Molenbeek, plaque tournante du djihadisme. Mais non, c'est fait exprès. Entre villes jumelées, vous avez des échanges, des partenariats. Pour les apprentis djihadistes de Molenbeek, faire un stage chez les Balkany, c'est le top. Salah, Brahim, Samy, Omar, vous partez 10 jours à Levallois, argent sale, blanchiment, fausse facture, détournement de fonds publics. Patrick va tout vous apprendre. C'est le meilleur de sa profession. Conséquence des attentats, le fabricant de jouets Toys R Us retire les armes en plastique de ses magasins. En revanche, Barbie Daesh est toujours en vente. Un modèle bien moins cher que Barbie Princesse ou Barbie Top Model. Bah oui, Barbie Daesh n'ayant pas le droit de sortir, pas besoin d'acheter le cheval, la voiture ou le carrosse. Et comme elle est toujours en burqa, pas de garde-robe, pas de maquillage, pas de bijoux. Seul accessoire, un sécateur. Si Barbie Daesh manque de respect à Ken le barbu, eh bien, il peut lui couper la main. Et si elle recommence, il peut lui couper la jambe. Oh non. Et si Barbie Daesh se rebelle, si elle trompe Ken le barbu, eh bien, il la décapite. Non. Et pour... Oh là là. C'est pas fini. Pour l'achat de 2 Barbie Daesh cette semaine, l'État islamique vous offre un mug Michel Onfray. Il y aura une fatwa sur moi avec l'économie. J'interviendrai. Merci. Signalons aussi une Barbie Zaya. Eh oui, l'ancienne call girl Zaya a souhaité poser en Marianne en hommage aux victimes. Non, ça s'appelle pas un hommage, c'est un dommage. Un dommage collatéral. Autre conséquence des attentats, la popularité de François Hollande en hausse. Oui, de 7 points. Après Charlie, pareil. Il avait grimpé. Dans sa tête, ça doit être compliqué. Les seuls moments où tu prends des points, c'est quand il y a un drame. Ouais. C'est un coup à devenir addict. Ouais. Président, il y a un colis suspect à Saint-Nazaire. Putain, Manuel, restez sur le coup, il y a des victimes. Pas encore, président, ils évacuent la zone. Ah merde, ils sont obligés. Ils peuvent pas laisser quelques personnes autour, un écolier, une femme enceinte. Le chômage a encore augmenté, faut que je me refasse. L'Élysée a diffusé sur son compte Twitter les félicitations de Steven Spielberg à François Hollande. Waouh, Steven Spielberg qui félicite Hollande. Le Guardian qui le compare à John Wayne. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi lui donner un César d'honneur? Oui. Ou un prix spécial à Cannes, remis par Dominique Besnéard? Bah attends, François Hollande, c'est un chef de guerre extraordinaire. C'est un mélange de Zorro, de John Wayne, c'est l'inspecteur Harry. Quand il dit « La France ne laissera pas faire, notre réponse sera impitoyable », t'as des frissons dans le dos. Ah oui, non mais tout d'un coup, c'est Charles Bronson dans Le Justicier. C'est comme Johnny Hallyday, quand il dit « Si j'étais pas chanteur, je dirais combattre Daesh, allumer le feu ». En face, les barbus sont impressionnés. Attends, Johnny, il y a de quoi avoir les chocottes. On termine cette chronique avec un coup de chapeau à notre invité Michel Onfray qui, grâce à un seul tweet, est devenu, dans la nuit du 13 au 14 novembre, une star internationale. Fabrice Lucchini, qui affectionne particulièrement la philosophie, a souhaité, tout comme moi, saluer l'ascension fulgurante de Michel Onfray.
Michel Onfray, star de Daesh. Là, c'est énorme. T'imagines le gars d'origine modeste, naissance à Caen, fils d'ouvrier agricole. En 75, il travaille dans une fromagerie, il enchaîne les petits boulots, il galère pas mal, et peu à peu, il s'en sort. Pigiste à Ouest France, prof de philo, ça commence à sourire. Le gars est brillant, beau parleur, on l'invite chez Ruquier. Quelques succès de librairie, l'art de jouir, Cosmos... Politique du rebelle, l'immense politique du rebelle. Et là, subitement, l'idée de génie. Vendredi 13 novembre, Paris est en feu, 130 morts. Les mômes fusillés en terrasse sont encore tièdes. Onfray tweet en pleine nuit. La philosophie de comptoir, tu tweets, tu réfléchis après. Onfray balance la purée. Un truc du style, fallait pas les emmerder, on n'a que ce qu'on mérite. Qui sème le vent, récolte la tempête. Et là, tout d'un coup, c'est la gloire. Daesh le met dans un clip. Le prof de camp passe à l'international. Onfray, Beatles de la charia. Tu le vois dans le clip habillé en noir comme les autres, mais comme il a des lunettes, tu sais que c'est lui l'intello. Onfray, star de Daesh, c'est énorme. Non? C'était Stéphane Guillon. On se voit ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr et en tournée dans toute la France. On passe maintenant à notre terrienne du samedi 20h, Nathalie Barré. Nathalie Barré, rebonsoir. Vous êtes née le 25 juillet 1965 à Aulnay-sur-Odon, dans le Calvados. Vos parents tiennent un magasin de meubles. Votre père est menuisier, votre mère est à la caisse. À l'adolescence, vous êtes une révoltée. Les études, c'est pas votre truc. Vous enchaînez rapidement les petits boulots et vous vous mariez. Vous avez 2 enfants, Vincent et Thomas. Après 17 ans de mariage, vous divorcez. Et le 21 juin 2001, c'est la fête de la musique, vos ados sont de sortie, vos copines ne sont pas dispo, vous allez sur Internet, vous discutez avec un dénommé Sylvain. Il a 27 ans et vous 36. Vous allez prendre un verre, vous dansez un peu, vous vous quittez à 2 h du matin, mais 8 jours plus tard, Sylvain vous recontacte, bref, vous devenez amant, et il s'installe chez vous. Tout va bien. Vous êtes très amoureuse. Bien sûr, des conflits affleurent entre Sylvain et vos fils, mais bon, comme vous êtes dans l'amour, vous arrondissez les angles à ce moment-là. Jusqu'au jour où, un matin, votre aîné rentre d'une soirée en boîte et une dispute éclate entre lui et Sylvain. Et là, Sylvain, qui est très affecté, décide d'aller se reposer dans un hôpital psychiatrique. Ça, c'est la fêlure dans le cristal. Ça, c'est la première fois où vous comprenez qu'il y a quelque chose de pas tout à fait normal. C'est vrai que j'ai un peu paniqué. J'arrivais pas à comprendre sa réaction. Alors, au retour, il vous dit « Je veux un enfant ». Oui. Et là, vous êtes très heureuse, évidemment. Vous l'aimez, il veut vous faire un enfant. Vous dites assez rapidement oui. Mathis, votre 3e enfant, naît le 20 juin 2003. Sylvain coupe lui-même le cordon ombilical et se montre, on peut le dire, un père assez exceptionnel. C'est vrai. À ce moment-là, c'était ça. Ouais. C'était un père exceptionnel, Ouais. oui. Hélas, il ne tarde pas à retomber dans ses travers. Il devient ombrageux, il devient taiseux et il vous interdit de parler à Mathis de vos 2 autres enfants. Oui, c'était une source de conflit entre nous. Ouais. Je lui ai toujours tenu tête par rapport à ça. Mais je limitais les conflits avec M. Joanneau parce que ça devenait ingérable. Vous l'appelez Monsieur Joanneau? Joanneau, M. Joanneau, ça dépend dans quel état d'esprit je suis. D'accord. Et puis à l'été 2004, en fouillant sur Internet,
vous découvrez qu'il vous a trompé. Et là, c'est le début, effectivement, d'une descente aux enfers qui n'est pas terminée, malheureusement. Un jour, une dispute éclate entre vous. Et 1 heure après, vous trouvez Joanneau, enfin moi je l'appelle Sylvain, oui, inerte auprès du lit de Matisse. Vous lui mettez des claques, il répond pas. Il est vivant, hein, mais il est complètement inerte. Vous appelez le SAMU, direction hôpital psychiatrique, diagnostic, comportement limite, proche de la bipolarité. C'est ça. Alors, nouveau délire, il essaie de vous convaincre d'avoir plusieurs femmes. Ouais. Ça, j'ai pas du tout accepté. Il m'a fait un gros chantage là-dessus. Mais en fait, comme j'étais isolée à Barentin, hein, toute seule avec lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Quoi. Il n'y avait pas de témoin. Début 2006, vous êtes épuisé, vous êtes à bout de nerfs, vous pesez 45 kilos. Et vous annoncez à Sylvain que vous voulez le quitter. Oui. Ça faisait des mois qu'on vivait comme des étrangers à la maison et il n'adressait plus la parole à Matisse. On était en danger, tous les deux. Alors il accepte votre décision, mais il vous demande de signer un document où vous renoncez à votre pension alimentaire, en échange de quoi lui renonce à la garde de Matisse. C'est ça. Cette façon de se débarrasser de son fils comme ça, en le monnayant, ça m'a écœurée. J'ai signé le papier, et puis j'ai pleuré toute la nuit, et le lendemain, j'ai emmené Matisse avec moi dans le train. Lors du divorce, votre avocate vous dit que ce document n'a aucune valeur juridique. Quand Sylvain apprend, vous en avez parlé à votre avocate, il vous accuse de l'avoir trahi. Et là commence, entre vous et Sylvain Joanneau, une guerre sans merci. Ah oui. Qui n'est toujours pas terminée, évidemment. Alors, à la fin de l'été 2008, vous emménagez avec Alain, votre nouveau compagnon. Tout va bien. Le week-end, bon, Matisse est chez son père. Oui. Vous faites la fête avec Alain. Après tout, la vie est comme celle de beaucoup de couples, finalement. Bien sûr. Hein, bon, oui. Voilà. Mais à l'automne 2010, Matisse, qui a 7 ans, revient d'un week-end chez son père et il vous raconte qu'il a été obligé de passer 2 jours assis derrière un bureau à recopier des lignes. Et tout ça parce qu'il a fait pipi au lit. Ouais, il a copié 600 lignes. Il a été assis pendant 2 jours sur une chaise. Et je me suis dit que je lui redonnerais plus jamais. Bah oui. Le vendredi 2 septembre 2011, vous conduisez Matisse à l'école. Il n'a pas envie d'aller chez son père. Vous le rassurez. Mais le dimanche soir, 18h, d'habitude, il est à l'heure. Hein. Ouais. Sauf que ce dimanche-là, il n'est pas là. Et il n'est pas là non plus à 19, à 20, à 21, à 22. Il ne ramène pas son fils. Les policiers obtiennent des parents de Sylvain Joanneau le numéro d'immatriculation de la voiture et de son camping-car. Et le procureur autorise une géolocalisation du portable de Sylvain. Bon. Apparemment, il est à Bayonne. Apparemment. Vous foncez à Bayonne avec votre compagnon. La police est déjà en train de travailler, mais vous ne trouvez rien. Aucune trace de Matisse et de Sylvain Joanneau. Là, la géolocalisation indique un retour vers le nord de la France. À ce moment-là, la gendarmerie, la police font des barrages dans l'Orne. Mais la géolocalisation du téléphone montre qu'ils passent les barrages. Ouais. Bon. En fait, et là c'est absolument incroyable, Sylvain Joanneau a envoyé son téléphone par la poste. Donc c'est le camion qui a passé les barrages dans l'Orne. Évidemment, on comprend tout à ce moment-là. Dans sa lettre qui accompagne le portable, Sylvain parle de complices sûrs et puissants. Oui. Quand on retrouve sa 206, on découvre un ticket de carte bleue concernant l'achat de 3 livres consacrés à l'enseignement du Coran et de l'islam aux enfants. Votre ex s'est converti à l'islam. 10 jours après que je sois partie, il est allé au Maroc. Il s'est converti à l'islam et il a épousé religieusement une Marocaine, oui. Maroc. Le 9 décembre 2011, Sylvain Joanneau est arrêté à Villeneuve-les-Avignon. Le problème, c'est que Sylvain Joanneau refuse de dire où est Matisse. Oui, c'est ça. La seule chose qu'il avoue,
c'est qu'il a dit à Mathis que vous êtes morte avec votre compagnon dans un accident de voiture. C'est terrible. Vous imaginez la violence des mots. C'est... Dans une lettre, Sylvain Joanneau explique que Mathis est en sécurité chez des personnes de confiance. Alors, des personnes de confiance avec M. Joanneau, il faut faire attention, quoi. Alors, vous allez le voir en prison, Joanneau, mais ça donne rien. Non, il dit rien. Alors là, bon, vous faites des appels à témoins, des conférences de presse, la police interroge l'épouse marocaine, vous faites appel à des médiums, comme toute mère qui recherche désespérément, évidemment, son enfant. Le 4 juin 2015, Sylvain Joanneau est condamné à 20 ans de réclusion. Il affirme que Mathis est converti à l'islam et qu'il a changé d'identité, mais il confirme aussi, je ne l'ai pas tué. Voilà. Alors, je voudrais montrer maintenant une photo de Mathis vieilli par les services du FBI. Ça vous fait drôle de voir votre enfant avec 4 ans de plus, j'imagine. Vous savez, on se dit toujours, ça va tellement vite, mais là, on se rend vraiment compte qu'il y a 4 ans qui sont passés. Imaginons que Mathis vous regarde, là. Vous avez quelque chose à lui dire? Oui, je voudrais juste lui dire que je l'aime, que je fais tout pour le retrouver et que je suis pas morte, que je suis là et voilà. Je l'aime. Excusez-moi, madame, il y a une chose que je comprends pas. Comment ça se fait que Sylvain Joanneau étant en prison, on lui fait pas un sérum de vérité et un détecteur de mensonges? À chaque fois, on me dit c'est interdit de le faire. Hein. Donc cet homme, Sylvain Joanneau, va passer 20 ans en prison et on l'obligera jamais à parler. Non. Je comprends pas. Moi non plus. Je comprends pas. En tous les cas, on est de tout cœur avec vous, Nathalie. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Florence Foresti, avec Michel Onfray, avec Orelsan, le 9 décembre, comment c'est loin. Je vous laisse avec Thomas Touroud et la suite du Grand Relais. À venir, le choc du top 14, Clermont, Toulon. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.